fêtons les 50 ans de MC Première avec ses partenaires de toujours. Traverser la chaîne de la Foix à Canala sans marquer un arrêt à Saraméa, c'est méconnaître les richesses de cette ambitieuse commune en pleine expansion. D'abord, il y a la cuve, cette fameuse cascade bien connue de tous les Calédoniens. Et puis, à la tribu du Petit Coulis, la case du Centenaire, enceinte sacrée qui abrite périodiquement les réunions du Conseil des Anciens. Enfin, il y a une cité en plein essor, école, terrain de sport, poste et cabines publiques, le magasin d'alimentation, la mairie. Autant d'édifices qui témoignent de la vitalité de la commune, 400 habitants sur 114 km². La population plutôt jeune, 180 enfants ont moins de 2 ans, est à majorité mélanésienne. Il y a 3 tribus, Saraméa, Grand Coulis et Petit Coulis. Au début plutôt timide, la culture du café revêt maintenant une importance grandissante. Elle est avec l'élevage à Saraméa l'un des fers de lance de l'économie communale. L'aviculture arrive aussi en bonne position, 7000 pondeuses, 300 douzaines par jour, 4200 œufs par semaine, l'optimum avant le tout automatique du poulailler. L'apiculture, 45 ruches, un miel qui a fait ses preuves sur le marché calédonien, mais aujourd'hui les abeilles sont malades, la loque a fait des ravages chez Monsieur Cotin. Évasion 130, c'est l'ouverture touristique de Saraméa. 23 chambres, un restaurant et une piscine, le tout au pied de la montagne et en surplomb de la rivière. Enfin, et peu de communes peuvent se vanter d'en avoir une, il y a la laiterie. 35 vaches, 2 à 300 litres par jour et un peu de fromage blanc. Le propriétaire, Claude Moglia, a l'intention de pasteuriser son lait et de le vendre, pourquoi pas, à Nouméa. Ambitieux aussi sont les projets que promotionne ou qu'encourage la municipalité. Un stade omnisport d'ici 1984, une usine de café lyophilisé, un élevage de chevrettes de rivière, des chambres froides pour la récolte de fruits. Saraméa a posé sa candidature pour devenir le centre de ramassage, afin d'ailleurs que s'implante sur son territoire une usine de jus de fruits. Mais auparavant, la commune devra poursuivre son effort d'équipement. Téléphone automatique, éclairage public, désenclavement routier, c'est le programme d'investissement pour 1983. Il fait bon butiner les fleurs du verger sur le col d'Amieux. La fleur d'arête commence à se former et les premiers fruits annoncent la saveur du pêcher. Les cigales et les cochons sauvages ne s'y trompent pas. C'est bon signe, mais c'est aussi exaspérant. C'est incroyable les morsures de cigales dessus, tout ça. Là. Tout la branche qui a été cassée en haut, elle est des suites donc des morsures de cigales. Là c'est pareil. Fait un truc comme ça, il n'y a plus rien qui recoule dessus. Et toi, les cigales, c'est pire que les cochons sauvages, alors? Ben, je crois que ça se vaut. Ils sont aussi nuisibles les uns que les autres. Hein. Là, l'année dernière, là, mais il m'avait tout labouré. Là. De toute façon, d'ici un mois, là, il faut qu'on ait tout entouré. Là, je descends à Nouméa, demain, je vais me prendre un panneau solaire pour alimenter une batterie pour charger la batterie en permanence. Contre les cigales? Non, contre les cochons. Les cigales, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'oiseaux pour les manger. C'est comme les pêches. Il n'y en aura pas assez cette année. Gérald Moglier a beau faire des émules, ses concurrents et lui n'arrivent pas à satisfaire le marché. La pêche calédonienne fait partie des curiosités acclimatées sur les sommets de la chaîne par les colons feuillés et leurs descendants. Des découvertes et des redécouvertes, Gérald Moglier n'arrête pas d'en faire. Après la pêche de Floride, l'acacia d'Amérique. Oh, c'est un bois de très grande valeur. Paraît-il que c'est même celui qui sert à faire les tableaux de bord de Jaguar. Non, c'est pas vrai. J'ai lu aussi qu'il était fait en noyer, mais je l'ai quand même lu. Hein. Et les plus beaux voiliers et puis tout, ils sont faits en mahogany. Hein. Pourquoi on le fait pas, alors? Ben, c'est la question que je me pose. Vraiment, on refuse d'enrichir nos forêts. Je pense qu'il ne faut pas être xénophobe. Et là, on a fait preuve jusqu'à présent de
On a fait preuve jusqu'à présent de xénophobie. Xénophobie végétale, bien sûr, car l'administration a ses raisons que la raison ignore. Mais cela n'empêche pas Gérald Moglia de lever ses légions de pêchers et d'agrumes. Faute d'espace, il greffe leur avenir sur d'autres horizons. Et puis, il a des projets en terre, et pourquoi pas le macadamia. Puisque les Australiens et les Hawaïens gagnent de l'argent avec, pourquoi que les Calédoniens ne seraient pas capables d'en faire autant? Tous les Calédoniens qui vont en Australie mangent des graines, en ramènent et puis tout, autant les faire sur le plan local. Ça équilibrerait un petit peu plus notre balance des comptes, quoi. Et pourquoi vous vous intéressez au macadamia, au carambolier? C'est pour faire des essais? J'ai eu de la chance d'avoir d'abord un oncle qui s'appelait Fritz Persson, qui lui s'était intéressé à tous ces trucs-là bien avant moi. Et je peux dire, c'est l'héritage qu'il m'aura laissé, quoi. Hein. Entre le poivre et la vanille, Gérald Moglia sait bien que les trésors agricoles sont infinis en Calédonie. En revanche, plus rare est le courage nécessaire à les sortir de terre. Saramea est fier de son héritage. Il a l'arôme du café. Le meilleur du monde, dit-on volontiers. Mais c'était avant, car aujourd'hui, Saramea fête son centenaire. Elle célèbre ses aïeux, ses inépuisables colons feuillés, premier contingent organisé d'hommes libres qui suèrent sang et eau pour faire leur place au soleil. Pas, sinon peu de réussites financières spectaculaires chez les colons feuillés, mais un amour immodéré de la terre, de la vie et de la nature, et un courage si souvent mis à l'épreuve qui suscite l'admiration. Car Saramea ne fête pas tout seul son centenaire. On vient de loin pour partager l'histoire des colons feuillés et du café. Cela se mérite, comme les fourmis électriques dans la caféerie. C'est une reconnaissance. Et moi, ayant épousé Saramea, entre autres le descendant d'un colon feuillé et du premier colon de Saramea, le colon Mitride, j'avais à cœur de justement faire reconnaître le travail des anciens sur la commune. Avant, c'était du café sous ombrage, mais ça n'a pas marché. L'histoire récente du café calédonien est assez peu brillante. 30 tonnes produites sur le territoire, une misère au regard du passé. C'est vrai qu'avant, quand Gérald Moglia était dans le café, c'était différent et éprouvant. Alors recommencer, pas vraiment. Ah non, on en a trop bavé, Tangos, avec les cafés. C'était les jeudis, les dimanches, les vacances. Pourtant, c'est à la mode, on va relancer la filière alors. Non. Oui, mais ça va être ramassage automatique, culture mécanisée. Là, dans ces conditions-là, d'accord. Mais comme chez moi, il n'est pas question de pouvoir mécaniser, alors... Non. J'ai toujours entendu mon mari dire « jamais un caféier à la maison ». Et pourtant, j'ai réussi depuis quelque temps. J'ai un Leroy chez moi. Car les espoirs que certains agriculteurs nourrissent dans le café paraissent bien fondés. Ils auront lancé la culture du meilleur café du monde, le café Leroy. Un café de luxe déjà cultivé en Calédonie et très apprécié en son temps par Winston Churchill. À croire que l'arôme calédonien du Leroy est plus subtil qu'ailleurs, la relance de la filière café intéresse aussi les amateurs avisés qui projettent d'investir. Je m'y intéresse depuis pas mal de temps déjà. Et l'association qui a été créée de futurs planteurs de café et qui est présidée par Pierre Cochard s'est déjà engagée à fournir le matériel végétal nécessaire. Un premier projet d'importance va voir le jour cette année dans la région de Tontouta. Je crois que ceux qui se lancent aujourd'hui dans la plantation du café font un bon pari. L'esprit pionnier de Saramea est contagieux. Il a contaminé la Calédonie depuis longtemps et c'est sans doute pour cela qu'aujourd'hui, à Saramea, on a aussi voulu conjuguer le présent et l'avenir autour du café. Ce matin, à Saramea, ce sont surtout les parapluies qui ont fleuri sur le marché. De Koné à Nouméa en passant par Point-Bout, les amateurs d'anthurium n'ont cependant pas hésité à mettre les pieds dans la gadoue pour assouvir leur passion. Ça se passe bien, à part la pluie, il y a quand même du monde. Hein. Malgré la pluie, les gens sont venus, achètent. Et ça, c'est pour nous, pour Saramea, c'est magnifique. Magnifique n'est pas un vain mot lorsque l'on observe cette drôle de plante, une plante que les dames de Saramea ont appris à hybrider à la perfection. Elles font les graines, donc elles gardent les graines, les sèment, et c'est la surprise quand ça fleurit pour la première fois. Il y a des couleurs assorties, c'est chamarré, c'est bariolé, c'est formidable. Des anthuriums à double spatule, couleur thé ou bien multicolores, voici les surprises de cette année. Des nouveautés à tel point florissantes qu'un concours est organisé. La fleur ou la couleur la plus originale, chacun a son avis sur la question. Moi je connais pas bien les fleurs, mais je préfère celle-là.
Vous avez les rayures qui sont dans la fleur là. Je prends celle-là. Ben, moi, je choisirais les queues de cochon, ceux qui tournent. Ça, vous aimez bien? J'aime bien. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a pas, c'est rare. Mais face à un tel succès auprès de la clientèle, ce sont tous les types d'anthurium qui vont finir par devenir rares. Sceller, poser la bride, murmurer aux oreilles de ses chevaux, ses gestes et ses paroles, Gilles les emploie au quotidien. Cet Espagnol originaire de Valence a été pendant des années jockey professionnel. Depuis 3 mois, il tente de transmettre sa passion. Aujourd'hui, Gilles est guide de randonnée équestre. Son lieu de travail, le somptueux cadre de Saraméa qu'il propose de faire découvrir. On va s'éloigner vers la Chaîne. On se trouvera à plus ou moins 400 mètres d'altitude. On pourra observer le plateau de Doni. Ensuite, nous redescendrons vers la tribu de Saraméa et nous terminerons notre parcours à l'écurie par la rivière, le long de la rivière. Gilles ouvre toujours le chemin des balades à l'attention de tous, débutants ou confirmés. En 2 heures, une demi-journée et pourquoi pas une journée entière, les amoureux de la nature découvrent l'intérieur de l'île. Pas question de galop. Ici, tout est rythmé pour le plaisir des yeux à travers la forêt primaire. Vous avez des orchidées à voir, vous avez des bancouliers, les caféiers, vous avez les champs des notos aussi. À votre gauche, vous avez le plateau de Doni qui se trouve à 800 mètres d'altitude. En face de vous, vous avez la colline Mepaï, qui est une colline tribale. Chevauchant des montures locales, Marie et Camélia, habituées à l'équitation classique, font leur premier pas en forêt. C'est vraiment très agréable de se promener à cheval dans un cadre comme ça parce que la végétation, c'est joli, c'est très divertissant. Il faut toujours garder ses distances par rapport aux chevaux pour pas que les chevaux tapent. Et il faut aussi tenir bien ses rênes pour pas, si par exemple il y a des guêpes, pour pas que les chevaux s'en aillent. Et puis toujours porter une bombe aussi, c'est très important au niveau de la sécurité. Au cours de ces vacances scolaires et dans cette ferme équestre de Saraméa, près de 250 touristes auront découvert la Nouvelle-Calédonie d'une autre façon. Oh, regarde, une fleur. Parmi eux, des métropolitains, des gens du cru, mais aussi, et c'est original, quelques Suédois. Le bilan a été plutôt positif et je suppose que dans le futur, il y aura un grand boom à niveau du tourisme équestre. Gilles ne devrait pas chômer dans les jours, semaines et mois à venir. La Nouvelle-Calédonie mérite de se découvrir autrement qu'à travers son lagon. Les randonnées équestres sont un moyen pour aller à la rencontre de ces trésors cachés. Le café, c'est l'emblème de Saraméa et déjà une longue histoire émaillée par les moulins Peugeot et l'ardeur des colons feuillés qui ont domestiqué l'arabica dans la vallée. Ils ont planté le fameux café Le Roi il y a de cela plus d'1 siècle et il pousse toujours avec autant de succès à Farino et à Saraméa. Oui, je pense qu'il y a différents Le Roi parce que nous sommes en montagne, on est à 400 mètres d'altitude et nous sommes les seuls caféiculteurs sur le territoire à cultiver en montagne. C'est beaucoup plus difficile, mais le terroir en vaut la peine parce qu'il y a une atmosphère, il y a un sol, il y a du soleil qui est différent qu'en plaine. En 1942, le café Le Roi s'est drapé sous la bannière étoilée et l'histoire a failli tourner court. À l'époque, les cueilleurs de café étaient des Japonais sous contrat qui furent aussitôt arrêtés. Pas facile alors de faire du café pour les Américains. Non, ça n'a pas été simple du tout pour Farino et Saraméa parce que chez nous, il n'y avait plus de main-d'œuvre du tout parce que les Mélanésiens et les Européens étaient partis à la lessive des troupes de l'hôpital américain. Mais c'est la Calédonie tout entière qui s'est monopolisée pour fournir du café aux troupes américaines. Mais pas n'importe quel café, parce que le café calédonien était trop fort pour eux. Alors il a fallu adapter le café calédonien au goût, et on a même pu exporter un peu de café sur l'Australie avec la protection des navires de guerre pour les troupes qui étaient basées en Australie. Oui, mais qui est allé récolter le café? Les troupes américaines. Elles venaient s'amuser dans les caféries à récolter le café.
Voilà pourquoi les reliques de cette époque héroïque sont pieusement conservées à Saramea, comme partout ailleurs en Calédonie. La passion des mécaniques anciennes au service du café, et en plus, c'est moins bruyant que les nouveaux modèles. Les pots sont d'origine. Les nouvelles Harley Davidson, les pots sont transformés. Et une Harley moderne, neuve, ça fait pas plus de bruit qu'une BMW. Ouais, sauf que la mécanique est parfois un peu rouillée. Oui, mais là-dessus, non, tout a été refait, tout a été revu. C'est tout comme neuf. Les Japonais, en revanche, ont préféré oublier. La petite histoire de Saramea, ils la découvrent aujourd'hui, flattés et surpris d'apprendre que leurs compatriotes aient pu faire pousser ici, il y a 60 ans, un café que les Calédoniens considèrent encore comme le meilleur. Le futur parc des Grandes Fougères accueillera ses premiers visiteurs au mois de septembre. Un projet qui a recueilli l'adhésion de toutes les forces vives de la région de Lafoix, Saramea et Farino. Une cérémonie avait lieu cette semaine en présence des membres du syndicat mixte du parc, des familles, des clans et autorités coutumières de la région. Sur place, Éric Dufour et Claude Lindor. Ce patrimoine naturel et culturel exceptionnel, Farino, Moindou et Saramea ont voulu le protéger et le valoriser, tout en générant une activité économique durable. Des années de préparation et le geste coutumier pour concrétiser un projet commun, porteur d'espoir pour ces 3 communes qui aspirent à devenir une région. La coutume échangée au Coluano symbolise à la fois le chemin parcouru pour porter le projet et l'histoire qu'il faudra continuer à écrire ensemble. C'est une grande première depuis la colonisation de ce pays qu'on entend dire aujourd'hui par un représentant de l'État la reconnaissance des familles et des clans sur leur terre. Pour matérialiser ce partenariat entre les institutions et les habitants de la région, un araucaria et un kaori ont été plantés à l'entrée du parc. Les coutumiers comme les maires misent sur un développement économique durable et maîtrisé. On a entendu parler surtout au niveau des coutumiers de la région, surtout, qui participent au niveau de leur tribu, des produits, puis surtout qu'ils aident le parc des Grandes Fougères à se développer surtout pour les emplois, pour les jeunes, tout. Et surtout au niveau du parc, ils aident à un respect au niveau des anciennes tribus, des traditions qu'il y a sur le lieu. L'avantage de le mettre en valeur est assez facile finalement, puisque cette richesse existe. Le plus difficile, c'est justement de se le faire approprier par tous les administrés des 3 communes, mais également des coutumiers. Mais ça, je crois qu'ils ont compris le message, qu'ils ont envie de s'investir pour ensuite développer leur activité économique. Outre le dock de stockage du matériel et le pharet d'accueil des visiteurs, aucune structure sur les 4500 hectares du parc. On viendra sentir une ambiance dans la forêt humide avec l'aide de guides spécialisés. Ce sont des gens de la région qui sont les premiers donc à bien la connaître et qui ont un éclairage faunistique et floristique, qui sont capables d'emmener les gens, de leur apprendre beaucoup de choses sur la faune et la flore, mais aussi sur les traditions, sur l'histoire de la région. Ouverture en septembre avec l'objectif de concilier un tourisme durable avec les traditions de chasse et la préservation des espaces naturels. Le parc des Grandes Fougères doit devenir un havre de paix pour ses visiteurs et un moteur du développement de la région. Saramea, à 125 km de Nouméa, c'est la 2e plus petite commune de Calédonie. Elle ne compte que 667 habitants et 3 tribus. C'est aussi l'un des 2 seuls villages à n'avoir aucun accès à la mer. Saramea, c'est un petit hameau niché au fond d'une vallée verdoyante. En hiver, il n'est pas rare de voir la commune disparaître sous un océan de nuages. Saramea, c'est le pays des forêts dominé par la montagne de Tablugno, un sommet qui doit son nom à son plateau qui s'élève à un peu plus de 1000 mètres. Saramea, une étape bucolique entre l'ouest et l'est. Saramea, c'est aussi un lieu chargé d'histoire, celle de la colonisation européenne qui vit l'introduction du café en Calédonie. C'est également à Saramea que se trouvait la tribu du chef Ataï qui dirigea la révolte de 1878. Bonsoir, et justement cette histoire de Saramea a été tout particulièrement marquée par l'arrivée des colons Fayet, c'était à la fin du 19e siècle. À leur arrivée, il n'y avait qu'une 50aine d'habitants et leur installation a permis le développement économique de la commune.
Ici, quand il tombe de l'eau, ce n'est pas par gouttes, mais par nappe. En quelques minutes, le terrain le plus sec devient un lac et les torrents deviennent effrayants. Ernest Michel Villaz a peut-être écrit ces lignes ici même, sous la véranda de sa maison. Une façon d'expliquer pourquoi, dès leur arrivée, fin 19e, les colons fayais avaient qualifié Saraméa d'entonnoir. Il est vrai que la plupart de ces immigrants vivaient dans le fond de cette vallée humide, un lieu rebaptisé la vallée des bœufs par le gouverneur fayet lui-même. Explication. La vallée des baies, c'était le nom des premiers colons feuillés qui sont arrivés ici dans les années 1890. Et alors effectivement, il y a beaucoup de familles dont les noms commençaient par B. Voilà, donc il y avait les Bonnards, les Blivet, donc Boguil. Et c'était vraiment un hasard, quoi. Donc c'était pas venu ici par ordre alphabétique, quoi. Et ils étaient venus ici pour planter du café, donc en montagne, quoi. La plupart des caféeries plantées par ces colons a disparu. Reste que c'est bien à eux que la Calédonie doit d'avoir développé cette culture. Entre 1895 et 1900, 83 colons fayais se sont installés à Saraméa, un endroit où étaient établis une cinquantaine de Kanaks. Vous voyez des sapins encore. Il y a des sapins partout. C'est là où habitent les gens. C'est comme bord de mer, il y a des tribus. Quand les colons sont arrivés, le gouverneur fayet, il a changé de là-bas pour venir ici. Ils sont obligés de venir là-bas, de partir là-bas pour venir ici. Ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé que les cailloux, les bois, de l'eau, les montagnes. Ils ont trouvé des gens ici, qui sont habités déjà, partout ici en Calédonie. Justin est né en 1920, mais lui aussi a connu cette époque où tout le village était dédié au café. Les Kanaks qui vont travailler chez les colons aussi. Chercher du travail. On faisait nettoyer la caféerie, on ramasse du café. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas que c'est la région de la Calédonie, c'est le café. Justin se souvient aussi qu'en ce temps-là, les tribus produisaient jusqu'à 18 tonnes de café. Un chiffre qui témoigne bien de la prospérité passée de Saraméa. Mais aujourd'hui, ce sont surtout 3 maisons qui attestent de la présence des pionniers européens. Celle de la famille Michel Villaz, celle de Jules Bonnard et celle de Charles Mitride qui, lui, ne faisait pas partie des colons fayets et qui était arrivé 20 ans plus tôt. Comme on vient de le voir, si Saraméa s'est bâti grâce au café, après une longue période de déclin, 12 caféiculteurs sont en train d'essayer de relancer la production. Et voilà qu'aujourd'hui, Saraméa se prend à rêver d'un nouvel âge d'or du café. Daniel a 50 ans. L'âge d'or du café, il n'a pas connu, mais la relance de cette culture, il y croit d'autant plus fort qu'à Saraméa, on serait tenté de dire que, hormis le café, point de salut. De projet fayet en programme meunier, ça fait plus d'un siècle qu'on mise sur le café à Saraméa. Les tentatives de ces 20 dernières années n'ont guère été fructueuses, mais le phénomène climatique El Niño n'a rien arrangé. Depuis 2 ans, des producteurs se sont rassemblés au sein de l'unité de promotion de la caféiculture calédonienne, l'un des outils du 1e plan de relance. Pour autant, les acteurs sont un peu toujours les mêmes, car pour les jeunes, le prix d'achat de la touque de 10 kg à 650 francs est jugé peu attractif et la fourmi électrique pas attractive du tout. Les fourmis, c'est une toute petite bête. Si tu as peur de ça, tu ne te rêves pas. Hein. Partout, il y a encore des fourmis. Tu vas faire quoi? Et vous vous traitez contre les fourmis? Non, pas pour le moment. Là, vous voyez, il y a des fourmis dedans, mais je ramasse. Et si tout le monde se met comme ça, ben, il y aura du travail. Si le café démarre, ben, il faut passer à l'action, il faut mettre la mise fond la touque. Hein. Si c'est la mise fond la touque, ben, je crois qu'il n'y aura plus de chômeurs à Saraméa. De la volonté, Daniel, lui, n'en manque pas. Il vend à bon prix son arabica à un pépiniériste, mais il avoue volontiers que sans ce débouché, sa motivation serait bien moindre. Un peu plus au fond de la vallée, un autre producteur, lui, mise surtout sur le Kouilou. Kouilou, c'est le nom d'un fleuve du Gabon. C'est un café bien adapté aux zones montagneuses et ce n'est pas son seul attrait. C'est mieux, et puis elles sont plus chargées que les autres aussi. Alors, les graines sont venues d'une fois ou 2 fois. Et ça se récolte vite, quoi. Et ils sont toujours chargés, ces pieds-là, par rapport à les autres variétés. C'est plus facile à ramasser? Oui, c'est plus facile et toujours productif aussi. Très prisé des amateurs, ce Kouilou est porteur d'espoir à Saraméa.
L'usine de traitement est elle aussi en attente. Elle tourne au ralenti sous la houlette d'Edmond. Depuis 1984, elle remplace l'usine de Canala. Avec sa capacité de 30 tonnes, elle est bien évidemment un atout important dans le dispositif de relance du café. Et à terme, elle pourrait générer 3 emplois. Alors, en attendant que les caféiers ne réinvestissent la vallée, c'est l'arôme du Kouilou qui envahira l'atmosphère le 19 août prochain à l'occasion de la 2e édition de la fête du café de Saramea. Suzanne Moglia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du syndicat d'initiative de Saramea. Alors pourquoi une telle structure dans une si petite commune? Ça a été une volonté du conseil municipal il y a 7 ans de créer une animation sur la commune. Une animation pour faire venir le tourisme et créer des activités touristiques. J'étais retraitée, très active dans la vie associative. On m'a appelée, j'ai répondu présente. Et puis depuis 7 ans, je m'occupe d'activités sur la commune pour attirer la population. Alors vous êtes aussi présidente de l'association Maison du Café. C'est celle-là? Ce sera celle-là. Voilà, l'association Maison du Café. C'est une association loi 1901 créée pour préserver le patrimoine du café sur Saramea. Alors donc ce sera, le projet c'est d'en faire de cette maison? De cette maison, le musée du café de Saramea. Alors quelle est l'histoire de cette maison? Alors cette histoire, elle remonte à 1882. Charles et Marie Mitride, des colons bourbonnais venus pour faire de la canne à sucre en Nouvelle-Calédonie, sont arrivés avec un enfant de 6 mois et se sont installés en premier temps sur Nouméa, puis sur Point-Bout. À Point-Bout, ils ont subi l'insurrection de 1878, ont tout perdu, ont été indemnisés de 2250 francs. Et en 1882, ils ont eu l'opportunité d'acheter 39 hectares sur les terres d'Ataï, paradoxalement. Ataï qui était? Ataï, celui qui a été cité comme étant le responsable de l'insurrection de 1878. Et la tribu d'Ataï était ici même, là où on est aujourd'hui. Et Charles Mitride a donc acheté pour 1250 francs, 39 hectares, sur les terres d'Ataï, devenues libres, achetées au territoire de la Nouvelle-Calédonie, cette propriété, sur laquelle il a fait du café et son épouse de la vanille. D'accord, un petit coin de réunion? Un petit coin de réunion parce que là où l'on est à l'heure actuelle, il a reconstitué une végétation typique à la Réunion, tamarinier, flamboyant, combava. Alors ça, combava, c'est formidable. Et on a connu ici le premier goyavier de la vallée de Saramea. Alors le café comme un élément économique, on l'a vu dans le sujet tout à l'heure, mais aussi comme un produit touristique. Pour un produit touristique parce que la commune de Saramea a été la 2e commune de Calédonie créée par le colon Feuillet pour la caféiculture. Le gouverneur Feuillet pensait installer sur la vallée de Saramea 40 à 50 familles et dans le col d'Amieux, Tablugno, 300 familles de montagnards. Bon, c'était une utopie, mais il est quand même venu 40 familles qui sont restées pour certaines quelque temps, pour d'autres qui ont fait souche et qui ont une très très grande descendance. D'accord, alors le café comme image de marque de Saramea, mais il y a aussi bien d'autres atouts touristiques ici. Bien sûr, là c'est un site qui est très très chargé d'histoire. Avant Ataï, il y a eu quand même des traces de pétroglyphes, donc bien antérieures à Ataï. Ensuite, après Mitride, il y a eu l'implantation à 300 mètres de là de l'hôpital américain, sur lequel il y avait en permanence, pendant la guerre de 39-45, 3500 hommes, entre les médecins, les infirmières et les blessés. Suzanne Moglia, juste un dernier mot. Est-ce que vous avez déjà goûté la cuvée Isabelle? C'est le vin qu'on fabriquait ici à Saramea? Je n'ai pas goûté la cuvée Isabelle, mais j'ai de l'Isabelle chez moi. Suzanne Moglia, merci beaucoup. Merci. On va faire maintenant connaissance avec 4 de vos enfants, des enfants un petit peu particuliers. On va s'en rendre compte tout de suite. Enfin, là, vous êtes plutôt famille d'accueil, en l'occurrence. On pourrait même dire parents adoptifs. Allez, hop. Allez, tourne.
Allez, demi-tour. À voir Anatole se mirer, s'admirer, on se dit qu'il aurait pu s'appeler Narcisse. Mais bon, il faut être indulgent car Anatole revient de loin. Il y a 4 ans, il s'est jeté sur une voiture au petit matin, mais fort heureusement, il s'en est tiré un peu sonné seulement. Relâché dans la forêt, ce jeune cagou de 6 mois lui laissait peu de chance d'atteindre l'âge adulte. Alors ceux dont il avait choisi de croiser la route sont devenus ses parents adoptifs. Le parc forestier a été mis au courant que l'on avait un cagou, quoi. Ils sont venus voir dans quelles conditions on l'avait. Et quand ils ont vu qu'on avait un parc qui était parfaitement potable, ils nous ont dit, bon, on va tester celui que vous avez et on vous enverra le partenaire de l'autre sexe. Et c'est ce qui a été fait. Donc il y a eu des tests d'ADN qui ont été envoyés au Japon. Et quelques temps après, ils nous ont envoyé une femelle qui avait été attrapée à Bourail au mois d'avril 98. Nous, le mâle, on l'avait depuis juillet 97. Et effectivement, en 12 mois, on a eu 3 naissances. Et le premier, c'est le parc forestier qui l'a récupéré et on n'a jamais su ce qu'il était devenu. Mais on sait très bien qu'on nous renseignera quand ils vont venir chercher le deuxième. Car tel est bien le destin de la famille Cagou du col d'Amieux. Après Michael, parti l'an dernier, Adèle et Octave devront eux aussi quitter le nid familial, car c'est là la vocation du couple Anatole et Francette que de se consacrer à la reproduction. Reste que cette nurserie un peu particulière est soumise à des conditions drastiques et qu'elle fait l'objet d'une convention entre la famille d'accueil et la province sud. Le gestionnaire s'engage à élever ses animaux en bon père de famille. Il s'engage notamment à les nourrir quotidiennement, à prendre toutes les précautions pour empêcher l'attaque de prédateurs et tenir régulièrement un cahier où sont consignés les faits marquants de la vie de ces animaux. Alors, Monsieur Moglia, quand on veut élever des cagous, adopter des cagous, c'est presque aussi contraignant que quand on veut adopter des enfants? Ah, effectivement, effectivement, il y a des contraintes, il ne faut pas être pressé, parce que finalement c'est une affaire qui a pris presque 2 ans. Et puis, on est tenu, il faut rendre des comptes, il n'y a pas de problème, quoi. Ce sont des animaux qui sont très doués et qui sont aussi très intelligents. C'est pas trop dur de voir les enfants partir? Ah si, ça fait quelque chose, hein, évidemment. Parce qu'on a vu ce matin votre femme qui leur donnait à manger et tout ça, sont des vrais animaux domestiques. Ah oui, oh ben, ça devient les nouveaux petits-enfants, quoi. Et si les petits-enfants quittent rapidement le col d'Amieux, Anatole et Francette, eux, devraient encore s'y ébattre pendant une 30aine d'années. La maison Mitride, on y était, vous en souvenez, il y a tout juste un instant. Eh bien, cette maison, on la retrouve aussi sur l'étiquette d'un camembert made in Saramea, un produit tout frais sorti de la ferme laitière de Saramea, qui, elle, fonctionne depuis plus de 20 ans. Cela fait 21 ans que les gestes sont les mêmes, comme un rituel qui se répète chaque jour, tous les jours de la semaine, chaque matin à 4 h et chaque après-midi à 14 h. Allez! Allez les filles, allez! Le rassemblement des vaches pour les conduire des champs à la laiterie, c'est l'heure de la traite. Aujourd'hui, l'exploitation compte environ 65 vaches. Des laitières, comme l'on dit, les premières du cheptel, étaient originaires de Nouvelle-Zélande. Il y en a beaucoup qui sont nés ici. On pratique un peu l'insémination artificielle à travers l'UPRA, qui s'occupe de nous, quoi. Sinon, les plus vieilles, on avait acheté sur la Nouvelle-Zélande, quoi. Et alors, elle s'habitue bien aux terres de Saramea? Ça va. Bouboule, l'ancien stockman, a la technique pour cette opération qui va durer près de 2 heures. 65 fois la même procédure, de la nourriture pour les faire patienter, un désinfectant sur les tétines et l'application de la griffe. Proprement dit, c'est la traite électrique.
Des vaches plutôt généreuses. Elles fournissent chaque jour à la laiterie en moyenne 800 litres de lait. Une partie est vendue à une grosse société de Nouméa. Le reste est transformé directement à la ferme. Une activité qui date d'il y a 1 an tout juste, la production de fromage. Fromage frais, camembert, coulommiers et brie. Là aussi, les gestes sont précis et le timing invariable. On fabrique ici le fromage avec le lait de la veille, chauffé à 65 degrés au bain-marie. C'est la pasteurisation. Il faut ensuite aller vite, puisque le processus de fermentation continue, suit alors toute une série d'étapes techniques. On tranche. Au bout du tranchage, il y a encore une attente. Au bout de l'attente, on brasse. On fait 3 brassages. Et au bout du 3e brassage, on attend un petit peu et on moule. Il faut 2 litres de lait par camembert, 3 par coulommiers. C'est justement pour la dernière étape, le moulage, que le patron vient donner un petit coup de main. C'est les mains qui donnent le goût au fromage. Il faut être rapide parce que pendant ce temps-là, comme on peut voir, ça descend derrière. Donc il ne faut pas dormir. Ouais. C'est pour ça que j'arrive en renfort. Mais l'opération est loin d'être terminée pour transformer ces pots en vrai fromage. Après 2 retournements dans la journée, c'est le lendemain matin que les produits seront démoulés et salés. 24 heures ensuite en armoire de séchage pour finalement rester 15 jours au halloir, une cave où le fromage va s'affiner. Bon, au fur et à mesure qu'ils vont mûrir, enfin qu'ils vont s'affiner, on voit le champignon qui pousse. Et quand le champignon il sera bien poussé, qui va être bien blanc, et là il va être bon à emballer. Quel est le fromage que vous préférez? J'aime bien le brie. J'aime bien le brie, mais on n'en fait pas beaucoup, on vient de lancer, ben voilà, ça s'en est. On vient de le lancer, et c'est vrai que ça marche bien. On a donné un nom, on n'a pas encore d'étiquette, on l'appelle le Fabrio, comme le début des noms des 3 enfants. Fa comme Fabien, Bra comme Brian, et Yo comme Yoran, les 3 fils. Et c'est aussi Karina qui a donné son nom à un autre produit, le caricoulo, un coulommier dont la recette a été mitonnée par Karina avec des petits secrets de fabrication qui resteront secrets. Si ces fromages, on peut maintenant les trouver notamment dans les grandes surfaces de Nouméa. En revanche, on ne les trouve toujours pas dans la seule épicerie de Saraméa. Un tout petit commerce qui rend bien des services, mais aussi un bon endroit de rencontre dans cette commune où il n'existe aucun autre magasin. 18h à Saraméa, l'heure de pointe au magasin, à l'épicerie, ainsi qu'indiqué sur la route. Pas évident pourtant de conquérir une clientèle qui avait pris ses habitudes dans les moyennes surfaces de La Foi, d'autant que les petits magasins ont souvent du mal à être compétitifs au niveau des prix. Les gens ici vivent avec des moyens qui sont très très bas. Alors nous, on essaie d'arranger tout le monde. On n'essaie pas de monter au créneau à un prix que les gens ne pourront pas accéder. On essaie d'équilibrer. Alors maintenant, ça fait 1 an. Il n'y a personne qui s'est plaint. Alors je pense que je suis dans la bonne voie. Et vous vendez pas de bière? Ça, c'est plutôt rare. C'est un choix? Ah oui, là, ça, c'est mon choix. J'ai préféré, dans mon commerce, éliminer l'alcool. Parce que l'alcool, c'est le fléau que ça n'a jamais marché avec le commerce, surtout ici en tribu. Comme il est leur seul client à Saraméa, les colporteurs ne livrent pas Alexandre à domicile. C'est lui qui réceptionne ses marchandises à La Foi et tous les vendredis, il descend à Nouméa pour les commandes spécifiques car son petit plus, c'est justement le service à la carte. C'est important. Pour nous, les gens qui vivent en la tribu, c'est bien parce qu'il y a du pain frais le matin, on trouve un peu de tout dans le magasin. Tu viens souvent, toi, au magasin de Saraméa? Oui. Qu'est-ce que tu viens acheter? Du pain, du riz. Avant, vous faisiez comment? On allait jusqu'au village pour faire des courses. Il faut prendre la navette pour aller jusqu'au village. Et ça coûte cher, la navette? Oui, un peu. 200 francs par personne. Ça fait un peu d'animation dans la commune? Oui. On trouve tout ce qu'on veut? Si on veut. Et justement, pour que le doute ne soit plus permis, Alexandre projette de diversifier son offre. J'ai en projet une mini quincaillerie. Parce que là aussi, dans ce domaine-là, les gens ils construisent, ils ont besoin d'outillage, ils ont besoin du matériel pour travailler.
pas de gros matériel, mais du petit matériel tel que le clou, ciment, fer à béton, aglo. Alors, sans doute, encore plus qu'aujourd'hui, après les travaux quotidiens, les habitants de Saraméa prendront-ils l'habitude de se rendre au magasin, un usage déjà très répandu dans cette petite commune où les activités cessent avec le coucher du soleil, sauf bien sûr du côté de l'épicerie. La seule richesse endémique de Saraméa, c'est la forêt, une richesse qui se devait d'être exploitée. Voilà pourquoi l'on trouve à Saraméa l'une des 5 scieries de Calédonie, l'une des plus anciennes, démarrée en 1948 et exploitée depuis par 3 générations d'une même famille. Sur la transversale qui mène de Saraméa à Canala ou Kouawa, il est un endroit que tous les Calédoniens connaissent, c'est la scierie Mathieu, d'ailleurs presque plus connue sous le nom de scierie du col d'Amieux. Ici, l'exploitation forestière a commencé en 1948 à l'initiative de Joseph Mathieu. 53 ans plus tard, ce sont ses 3 petits-fils qui se retrouvent aux commandes de l'entreprise. Nous sommes nés dans le bois, vécu dans le bois, dans la scierie, donc on fait ce métier-là par amour. Et pour poursuivre un peu le travail des anciens. L'avantage de fonctionner en trio, c'est de pouvoir se partager les tâches. Didier, c'est le gestionnaire. Gérard, l'aîné, s'occupe de l'exploitation et du matériel. Sa spécialité, l'affûtage, c'est le poste clé dans une scierie. Quant au cadet, Bruno, sa partie à lui, c'est la préparation des grumes, c'est-à-dire des troncs d'arbres, une fois abattus. Reste que leur plus grand plaisir à tous 3, c'est d'arpenter les forêts. On est dans la nature, dans la forêt, donc on est en contact de la forêt et tout. Et ça change, c'est changeant parce que le terrain n'est jamais pareil, la forêt et tout. Parce que la scierie, bon, c'est la cadence, quoi. C'est plus différent que la forêt, quoi. Cet amour du bois, ils le tiennent de leur père, Pierre. Lui aussi a passé sa vie au col d'Amieux, mais il a fini par prendre une pseudo-retraite. Du jour au lendemain, j'ai pris mes clics et mes claques, puis je suis parti. Et vous n'avez pas eu de regrets? Un peu quand même, mais beaucoup de regrets dans la forêt. Surtout dans la forêt. Dans la scierie, non, moins quand même. Bon, alors vos fils, ils ont pris votre succession, vous en êtes content? Ah oui, bah alors très content, oui, ça marche bien, ils se débrouillent bien, ils se débrouillent mieux que moi même. On les a dressés un peu au départ et puis maintenant, bon, ils se débrouillent pas mal. Non, j'ai rien à dire, de temps en temps je jette un petit œil, mais enfin... Vous avez l'impression qu'ils font le même métier que vous? Ça a beaucoup changé? Non, ça a changé quand même. Ils ont changé, c'est plus le même travail, le matériel n'est plus le même, tout est moderne maintenant. C'est plus pareil qu'avant. Hein. Avant, on travaillait à la hache, à la baramine, à la pelle. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. C'est plus le cas du tout. Ça a changé à 50%. Quoi. Et les gens sont quand même moins fatigués. Si ça serait dur, on n'en verrait peut-être pas beaucoup au travail. Non, c'est beaucoup moins dur maintenant. C'est plus passionnant peut-être aussi. Conscient que la forêt naturelle a besoin de se régénérer, soucieux de la préservation d'un patrimoine écologique, Pierre a entrepris de planter 10 000 pinus sur 11 hectares de sa propriété. Une tâche d'autant plus ardue que le terrain est vallonné et qu'en certains endroits où la machine n'accède pas, les trous sont creusés à la baramine. Parfois, Pierre se maudit d'avoir entrepris ce projet, mais dans le même temps, il songe déjà à ce qu'il fera après. Non, on ne peut pas s'arrêter de travailler. C'est une habitude chez moi. Et puis, bon, quand on est fatigué, on se repose, naturellement. Mais autrement, je trouve que c'est une passion. Hein. C'est une passion et on verra quand ça sera vraiment vieux, on s'arrêtera peut-être. Je sais pas. Donc là, on s'arrêtera bien un jour, de toute façon. Là, vous préparez le terrain pour la 4e génération de Mathieu? Ouais. Exactement. Là, oui, parce qu'au bout de 25-30 ans, c'est quand même les petits-enfants qui vont venir derrière. Il faut penser un peu. On a travaillé pour les fils, maintenant on travaille pour les petits-enfants. Ah non, il faut. Et si Pierre Mathieu reboise en priorité pour ses petits-enfants, il pense aussi plus largement à tous ceux de Saraméa, car la scierie du col d'Amieux est actuellement le plus gros employeur de la commune avec 23 personnes. Les employés ne sont pas tous de Saraméa, ils ont en revanche en commun la même passion de l'exploitation forestière et pour la plupart, ils ont déjà travaillé avec 2 générations de Mathieu. Malgré la concurrence du bois néo-zélandais, le bois calédonien semble avoir encore de beaux jours devant lui et on risque d'entendre encore longtemps le ronronnement des engins dans les forêts de Saraméa.
Oui, c'est beau, mais ça se mérite, je peux vous le dire. Surtout, n'est-ce pas, quand on a une caméra de 13 kilos à l'épaule. En tout cas, je vous propose maintenant de vous emmener en balade pour monter jusque sur le plateau de Denis. Et on suit le guide. Pour l'occasion, le guide s'appelle Bertus. Il a 24 ans et a reçu une formation il y a plusieurs années, en 96, quand a démarré le fameux raid de Denis. Bertus n'est pas guide à plein temps, il est ouvrier agricole de profession et accompagne le week-end touristes et curieux à la découverte de cette grande randonnée. Il faut dire que Bertus connaît le coin comme sa poche, comme d'ailleurs toutes les histoires et les légendes qui se racontent dans la région. Oui, alors ça c'est le bon coulier. Quand il est en graine, la graine mûrit, tombe par terre et le corbeau vient et la prend. Et il existe dans ces champs de café un caillou spécial où il casse ses noix. Et quand il la casse, il va se poser sur une branche, il la regarde et la tourterelle vient, la mange et il part avec. La morale de l'histoire, c'est quoi alors? Tu sais pas? Bah, je sais pas. Peut-être pareil que le corbeau et le renard. L'un flatte l'autre pour qu'il donne à bouffer, quoi. À Saramea, la montée sur le plateau de Denis est la randonnée la plus longue. Au minimum 3 heures de marche pour des amateurs moyens, une marche tout en escalade. Rien que de la montée jusqu'à 1010 mètres d'altitude. Un sentier balisé, souvent étroit et tortueux, mais récompense. En chemin, c'est l'occasion de découvrir une forêt coiffée de gigantesques fougères arborescentes, des arbres centenaires, mais le vrai cadeau, des fleurs encore plus âgées. La mère de toutes les fleurs de la planète. Ah, c'est quoi cette plante? C'est l'amborella, la doyenne des plantes. Et elle a quel âge alors? 140 millions d'années. 140 millions? Ouais. Et on en est sûr? Oui, il y a eu des recherches, 17 fois vérifiées. Qui est-ce qui a fait ça? C'est des Américains. Enfin, dessus, il y a la fleur mâle et femelle, c'est pour ça qu'elle est unique en son genre, quoi. Et on la trouve dans toute la Calédonie? Elle est bien implantée ici à Saramea, les alentours et jusqu'à Touro. Ça c'est moche, hein? Ouais, ouais, c'est vieux. 5 km de marche pour finalement retrouver le ciel et ce fameux plateau de Denis, marqué notamment par un événement dont on se souvient de génération en génération. Le sentier là, à l'origine, les vieux l'empruntaient, mais elle était droite, toute droite. Et dans les années 58, ils l'ont retravaillé pour que qu'un monseigneur Pierre Martin puisse monter et faire une messe ici, sur le plateau même. Et ils ont mis une semaine à faire pour qu'il puisse monter à cheval, parce que ligne droite, non. Alors ils ont fait zigzaguer comme on est monté là. Et si vous en avez le courage, la randonnée ne se termine pas là, encore près de 2 heures de marche, et c'est alors un autre lieu, la cascade de Denis. Mais ce site, nous vous le laissons découvrir par vous-même, en compagnie de Bertus, que vous pouvez directement joindre au syndicat d'initiative de Saramea. Et c'est ici que s'achève cette nouvelle étape en commune à la cuve, c'est comme ça qu'on appelle cet endroit, un lieu que les jeunes Saraméens connaissent bien pour venir y glisser dans l'eau. On termine comme d'habitude en musique avec l'un des 2 groupes de Saramea. Le groupe Do, ça signifie la terre, et c'est précisément sur la terre de Calédonie qu'on se retrouve dans 15 jours avec cette fois un rendez-vous sur la côte Est. Très bonne fin de soirée à tous.